C'est l'info, l'invité de la semaine. Allez, nous sommes à présent en ligne avec Mathilde Gola, elle est journaliste au Figaro. Bonjour Mathilde. Bonjour Martin. 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts, c'est paru le mois dernier aux éditions Flammarion. Et Mathilde, vous avez donc décidé de vivre pendant 100 jours, 3 mois et demi, sans aller au supermarché, hein, c'est bien cela? Oui, exactement, c'est ça, exactement. Et alors quel a été votre cheminement? Pourquoi avoir décidé de se lancer dans un tel projet? Alors en fait, le point de départ, c'était la rencontre en fait avec un agriculteur. En fait, moi, je suis une Normande et au cours d'un de mes périples en Normandie, j'avais rencontré donc le voisin de ma mère qui est éleveur laitier et il était en train d'arrêter son activité. Il vendait ses vaches, ses machines, ses champs. Enfin, il était en train de vraiment de tout arrêter. Donc je comprenais pas très bien parce que c'était pas l'heure de la retraite pour lui et ça me semblait pas normal en fait. Donc je lui ai posé des questions, j'ai cherché à comprendre et il m'a expliqué qu'il anticipait son départ à la retraite parce que il perdait de l'argent tous les mois. Il vendait l'intégralité de sa production à la grande distribution et chaque litre de lait qu'il vendait lui coûtait plus d'argent à produire que ça ne lui rapportait. Donc au lieu de continuer comme ça, aller droit dans le mur, ben il avait préféré tout arrêter. Et j'étais assez surprise par ce témoignage. J'ai voulu comprendre aussi si c'était une exception ou si c'était vraiment la norme en France et je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs et surtout des petits exploitants qui étaient dans cette situation. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, il y a un paysan sur 5 qui ne vit pas de son métier, qui perd de l'argent en exerçant son métier. Donc, voilà, il y a vraiment un vrai malaise agricole voilà, j'ai trouvé que c'était pas logique qu'on connaisse cette situation-là. À l'heure actuelle, j'ai cherché à savoir s'il y avait des solutions qui pourraient aider justement les agriculteurs à s'en sortir, s'il y avait d'autres méthodes de consommation que celle de la grande distribution qui semble vraiment toucher durement les agriculteurs. Et j'ai interrogé mon entourage, les réseaux sociaux et rapidement, on m'a recommandé de me tourner vers les circuits courts, que c'était une autre méthode de consommation qui était vraiment beaucoup plus profitable aux agriculteurs. Mais du coup, moi, je me suis positionnée aussi en tant que consommatrice et je me suis demandé si c'était possible aujourd'hui de vivre en se passant de la grande distribution, en se passant des supermarchés. Et donc, en réfléchissant un peu, je me suis lancée ce défi au départ en ton un peu ludique pour savoir si c'était possible aujourd'hui de vivre sans grande surface. Et du coup, j'ai poussé les choses un peu loin. Je me suis dit que au départ, l'expérience devait être menée sur 1 mois. Donc l'idée, c'était de trouver toutes les solutions possibles, enfin tout ce qu'on achète d'habitude en grande surface, de les acheter en dehors et donc en circuit court. Les circuits courts, c'est un mode de distribution qui fait intervenir maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc j'ai dû contourner à la fois les grandes surfaces, les petites supérettes évidemment, mais aussi toutes les coop bio et tous les magasins bio parce que c'est pas du circuit court, il y a plus qu'un intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Donc il fallait vraiment que je repense complètement ma façon de faire, ma façon de consommer et que je retrouve de nouveaux réflexes, de nouvelles méthodes de consommation. Et donc, comme j'étais pas très habituée, j'étais pas dans ce type de consommation, j'ai tout de suite, d'entrée de jeu, sollicité les réseaux sociaux pour avoir des coups de main de la part de ceux qui sont déjà dans ce type de consommation et qui m'aiguillent un peu pour éviter que je commette des erreurs et pour que je puisse trouver assez facilement et assez rapidement des solutions qui répondent à mon challenge. Et oui, c'est ça, hein, vous n'êtes pas cantonné qu'à la région parisienne, vous avez fait Oui, appel aux voilà. internautes pour Oui, traverser exactement, parce qu'en fait, les régions comme françaises. ça a duré assez longtemps et que je me suis déplacée sur toute cette période-là, j'ai embarqué mon défi avec moi. Donc, je suis sur cette période retournée en Normandie. Je suis aussi allée à Marseille, une ville que je connaissais pas. Donc, c'est d'ailleurs là où a commencé le défi. Donc, c'était une double difficulté pour moi, à la fois dans une ville nouvelle et en même temps
un défi nouveau. Enfin, tout était nouveau, donc j'avais rapidement aussi pour ça demandé de l'aide sur les réseaux sociaux et j'ai été assez surprise que les gens ont répondu vraiment présents. Enfin, ils étaient tout à fait enthousiastes à l'idée de m'aider. J'ai eu beaucoup de conseils, de bonnes adresses et j'avais le sentiment à la fois que il y avait des gens qui étaient contents de partager leurs bons plans parce qu'ils sont dans ce type de consommation et qu'ils ont envie d'aider d'autres personnes à justement se convertir au circuit court. Et en même temps, il y avait des gens qui étaient peut-être comme moi, qui avaient envie de le faire, mais qui manquaient d'un espèce de petit coup de pouce pour le faire et du coup qui attendaient un petit peu l'avancée de mes aventures avec impatience et qui me questionnaient au cours de mes avancées. Enfin, voilà, il y avait une petite sorte de communauté assez qui me suivait, qui m'encourageait et d'ailleurs c'était assez motivant de savoir qu'il y avait tout un tas de gens derrière et du coup j'avais le sentiment encore plus fort de devoir respecter ce défi aussi à la fois pour les raisons qu'on a évoquées, les raisons qui m'ont poussé à lancer ce défi-là, mais aussi après parce que cette communauté-là était en attente de connaissances et en attente de savoir si ça pouvait marcher et comment ça marcherait, quoi. Ouais, et alors au final, la grande question que l'on peut se poser, c'est celle du prix, hein. Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher de fonctionner en circuit court comme vous l'avez fait, c'est-à-dire sans aucune intermédiaire entre le producteur et vous, hein, la consommatrice? Oui. Alors, il pouvait y avoir un intermédiaire, en fait. J'ai quand même eu recours à des solutions où il y avait un intermédiaire, comme des plateformes numériques, par exemple, qui se développent, mais qui doivent être l'unique intermédiaire entre le producteur et moi. Et donc, voilà, au final, j'ai été particulièrement surprise parce que je m'attendais à dépenser plus. C'était d'ailleurs le postulat de base de cette expérience. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais dépensé moins parce que juste avant de me lancer dans ce défi, j'étais allée uniquement au supermarché. J'avais fait mes achats courants et puis j'avais tenu un carnet de compte assez scrupuleusement. Et ensuite, quand je me suis comme je me suis lancée dans l'expérience des circuits courts, j'ai toujours tenu ce carnet de compte aussi scrupuleusement et puis je faisais toujours mes achats, mes achats courants que j'ai modifié, mais on va en parler plus tard, j'imagine. Et du coup, j'ai pu comparer vraiment de façon assez facile, en fait, les deux. Et j'ai pu voir que j'avais dépensé autour de 10% de moins. Donc, c'est pas rien, c'est assez conséquent. Et alors, peut-être, je peux expliquer... Enfin, il y a plusieurs raisons qui justifient ça. Alors, du coup, moi, j'ai dû revoir certaines habitudes. Je ne consommais pas exactement la même chose parce que en circuit court, on consomme uniquement des produits de saison, évidemment. Et la plupart du temps, ce sont des produits locaux aussi. Donc, ça réduit quand même un peu, notamment en termes de fruits et légumes. J'avais quand même un peu moins de choix. Enfin, surtout, il fallait que j'abandonne certains produits que j'avais l'habitude de consommer. Alors, évidemment, on pense tout de suite aux tomates et aux fraises en hiver. Il faut bien évidemment faire une croix dessus, mais c'est pas seulement ça. En fait, par exemple, des oranges, c'est pas la saison en hiver. En France, on n'est pas censé en trouver. Donc voilà, il fallait aussi revoir un peu ça. Il fallait que je me cantonne vraiment aux fruits et légumes de saison, mais pour peu qu'on s'intéresse un petit peu à nos régions et à ce qu'elles produisent, finalement, il y a une diversité peut-être plus forte que ce qu'on peut imaginer parce que rien que sur le mois de février en Île-de-France, on peut trouver 34 variétés de fruits et légumes différents. Donc c'est pas non plus ultra restreint, c'est juste que ce sont d'autres légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer, pas forcément l'habitude de cuisiner. Je pense par exemple à des navets boules d'or ou à différentes courges, tout type de courges qui poussent en plein hiver. Et donc voilà, moi j'ai dû réapprendre donc à cuisiner ces légumes que je connaissais pas forcément et à revoir un peu certaines habitudes. J'ai dû aussi faire pas mal de choses, plus de choses par moi-même. Je pense des choses toutes simples. Moi, j'ai acheté toujours, par exemple, mes pâtes à tarte toutes faites en grande surface. Et voilà, j'ai dû apprendre à faire ma pâte à tarte moi-même. Et puis, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais j'ai dû aussi faire mes propres produits cosmétiques, les produits d'entretien de la maison. Enfin, j'ai dû faire pas mal de choses parce que ce sont des choses finalement qu'on a l'habitude d'acheter en grande surface et on se pose pas forcément la question de savoir où on peut les trouver ailleurs quand on... Le dentifrice, la lessive, voilà. Des choses comme ça. Hein. Exactement. D'ailleurs, la lessive, vous faites bien d'en parler parce que je pense que c'est un exemple qui est assez marquant et
explique assez facilement le fait que j'ai pu dépenser moins. Quand j'étais donc de passage à Marseille, on m'avait recommandé d'aller chez un savonnier artisanal pour justement me procurer des pastilles de lessive. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai payé mon sachet 6,50 €, mon sachet de pastilles de lessive. Et puis, de retour chez moi, j'ai appliqué la recette que m'avait donnée le savonnier. Donc, c'est ultra simple. Il suffit de mettre quelques pastilles de ces fameuses pastilles de lessive, pardon, et de faire bouillir de l'eau. Et en 5 minutes top chrono, la lessive est faite. Il suffit Ah oui. après d'attendre quelques heures pour que ça se solidifie. Et on a exactement le même produit qu'on peut retrouver Et alors, ensuite en supermarché. Et alors à 6,50 €, ce qui est incroyable, c'est que vous avez réussi à tenir longtemps. Enfin, c'est ce que vous Oui, racontez en tout cas exactement. Bah, là, c'était plus d'un an, en fait, plus d'un an de lessive avec 6,50 €. Donc là, Quand on sait ça dé... qu'une lessive 5 litres, c'est pas toujours donné. Voilà, Euh, exactement. Bah, j'avais regardé un petit peu, je pense que c'est à peu près 100 fois moins cher qu'un sachet de lessive classique, enfin que la lessive liquide qu'on achète en supermarché. Donc voilà, c'est avec des astuces comme ça, enfin des choses faites maison que j'ai réussi à finalement faire baisser ma note, parce que pris individuellement, certains produits artisanaux, certains produits fermiers sont plus chers en fait en circuit court. Je pense notamment au fromage ou aux yaourts fermiers par exemple. Ils sont un peu plus chers que des yaourts industriels. Tous les produits transformés d'une manière générale, et quand ils sont transformés de manière artisanale, ils sont un peu plus chers. Mais finalement, quand on accepte de revoir ses habitudes et de faire beaucoup de choses par soi-même, ça coûte moins cher. Et il y a aussi une explication que j'ai trouvée après, parce que j'étais la première surprise par Eh ce oui. constat-là, c'est que en circuit court, on peut pas se dire au dernier moment qu'on va faire un plat, tel ou tel plat. Il faut vraiment prévoir. On peut pas se rendre sur un marché de producteurs ou se faire livrer ses courses au dernier moment. Donc, il faut planifier ses repas, il faut s'organiser. Et ça m'a permis, moi, enfin, j'ai le sentiment que ça m'a permis de beaucoup moins gaspiller, du coup, parce que j'achetais uniquement ce dont j'avais besoin, en fait. Eh oui. J'étais pas incitée par des promotions ou des campagnes marketing à acheter ce dont je n'ai pas forcément besoin. Et du coup, je gaspille vraiment beaucoup moins de nourriture. Donc Ouais, ça me permet aussi après de m'y retrouver financièrement. on pense tous évidemment au lot de 8 pots de lait qui est en promotion et Exactement. qui nous inspire à acheter et qu'on n'aura finalement jamais consommé parce que la date de péremption est courte. Et alors justement, Exactement. Mathilde Gola, 100 jours après, voilà, le livre est sorti il y a une quinzaine de jours. Est-ce que vous Oui, continuez à consommer en circuit court? Vous oui. vous êtes retourné dans un supermarché Oui, oui, alors effectivement, je suis retournée dans les supermarchés, mais j'essaye de réduire au maximum mes passages en supermarché, parce que j'ai appris tellement de choses que finalement j'ai découvert tellement de produits de qualité. Enfin, j'ai tellement changé, modifié ma consommation pendant ce défi et j'ai appris trop de choses pour revenir en arrière. Alors, je privilégie vraiment au maximum les circuits courts tant que c'est possible. Après, je suis moins stricte que pendant le défi. Et si j'ai un imprévu un jour, je vais pas essayer de courir et Ouais. de chercher une solution à tout prix. Je vais me rendre au supermarché si j'ai pas d'autre choix. Et puis il y a quelques produits qu'on trouve pas en dehors des grandes surfaces. Malheureusement, peut-être que ça va changer, mais il y a certains produits qu'on trouve toujours pas. Donc voilà, je me mets, enfin, je cherche moins de solutions comme je pouvais le chercher pendant le défi à tout prix à les contourner. Si j'ai un impératif, voilà, je le fais, mais j'essaye vraiment de limiter mes passages. Et d'ailleurs, comme j'ai acquis plein de nouveaux réflexes, je pense notamment à la ruche qui dit oui ou aux différentes plateformes numériques qui permettent de vendre des produits fermiers et de qualité en ligne et qui sont finalement très faciles. Donc voilà, je me tourne beaucoup vers ces solutions-là. Et puis dès que je peux, je vois des marchés paysans à proximité de chez moi. Je manque pas d'y faire un tour.
que c'est aussi ce qui est le plus intéressant. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi pendant tout le défi, c'était les relations que j'ai pu entretenir avec les producteurs, parce qu'ils sont toujours très friands de partager leur savoir, leurs connaissances. Ils sont même heureux de livrer leur secret de fabrication, si je peux dire, mais parce que eux, il faut savoir que quand même, c'est du coup des paysans qui sont bien souvent qui habitent et qui travaillent dans des lieux reculés, dans des lieux isolés. Ils n'ont pas forcément beaucoup de contacts, beaucoup de liens avec leurs clients, avec la société, tout bonnement. Et le fait d'avoir quelques échanges comme ça avec les gens qui consomment leurs produits, d'avoir un compliment sur leur yaourt ou leur tomate, ça égaye leur journée. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils apprécient vraiment ces retours, les contacts qu'ils peuvent nouer. Ces liens pour eux sont presque essentiels en fait. Et alors quand vous voyez les grandes surfaces, Mathilde Gola, qui renouent avec les petits producteurs en proposant des stands spéciaux dans les magasins, les épiceries fines dans les villes de France qui se développent de plus en plus, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous y croyez en ce système-là? Alors faudrait que je mène l'enquête, moi, pour avoir posé la question à certains producteurs qui étaient, avant de se lancer en circuit court, la plupart du temps, qui avaient fait l'expérience de la grande distribution, me disent qu'ils sont un peu perplexes parce qu'ils ont toujours été bien traités par les grandes surfaces. Mais c'est vrai, comme le sujet a été vraiment mis sur la table, que les consommateurs ont envie de changer, ils ont envie d'avoir plus de transparence. Je pense que les scandales alimentaires dont on a tous conscience nous incitent vraiment à changer certains réflexes. Peut-être que du coup les grandes surfaces joueront davantage le jeu, traiteront un peu mieux les agriculteurs, et je pense qu'à un moment donné ils auront plus le choix finalement que de s'adapter à ça. Donc après faut être vigilant, mais si les grandes surfaces acceptent de mieux rémunérer les producteurs, de mettre en avant les produits locaux, enfin de faire des choses qui relèvent finalement du bon sens, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est tant mieux. Enfin, après, faut vérifier que ce soit pas simplement des campagnes marketing et des campagnes de publicité, parce que ça peut l'être aussi, comme c'est dans l'air du temps. Mais voilà, moi, je me suis pas encore penchée sur la question. J'ai pas vérifié vraiment l'envers de cette démarche de la part des grands distributeurs. Mais voilà, si elle peut peut-être être honnête, je sais pas en fait. Bon, voilà, en tout cas une initiative qui méritait d'être soulignée. Merci beaucoup Mathilde merci à vous. Je rappelle en tout cas le titre de votre livre, donc 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts aux éditions Flammarion, ce guide qui vous aidera donc à consommer mieux et surtout à consommer plus proche de nos producteurs français. On savait qu'il y avait le salon de l'agriculture. Oui, parce que moi j'ai découvert que ça pouvait vraiment être une solution à la crise agricole. Exactement. Voilà donc un livre que toute la rédaction de C'est l'Info vous recommande. Merci beaucoup Mathilde Gola. Merci à vous, merci.